Cette table ronde va, afin de faire émerger les principaux enjeux du futur, nous allons tenter d'amorcer une réflexion autour d'abord des questions techniques, des questions futures autour de l'intelligence artificielle du futur. Et les intervenants aborderont ensuite les questions autour de l'innovation et d'une société apprenante et de la formation pour enfin aborder les questions éthiques et environnementales qui sont intrinsèquement liées au développement de l'intelligence artificielle. Je vais présenter à présent les intervenants. Donc, je vous présente premièrement Fernanda Areola, qui est professeure à l'école de management de Léonard de Vinci. Elle est titulaire de la chaire Innovation servicielle. Elle est docteure en stratégie et entrepreneuriat. Elle est consultante, mentor et enseignante-chercheur au pôle universitaire de Vinci. Et ses activités se focalisent sur l'accompagnement entrepreneurial, la création d'outils pédagogiques innovants, ainsi que la recherche des écosystèmes innovants et l'internationalisation. Alors, Madame Gaëlle Lortal. Attendez, je continue. Non, Gaëlle Lortal. Je vais continuer avec David Dupuis. Je suis désolée, je vais retrouver. Donc David Dupuis est doctorant ingénieur sur le sujet de la maximisation d'influence dans le contexte de real-time binding. Donc, il va nous éclairer sur ce que c'est. Au CNAM Edit et data scientist, chercheur chez Quanco. Il fait partie également des enseignants de l'ESILV et fait partie de la chaire ESILV EMLV Quanco. Alors, Gaëlle Lortal est docteur en informatique, ingénieure de recherche chez Thales Research and Technology. Elle est experte en ontologie et raisonnement pour le web sémantique, le web pragmatique et le travail collaboratif. Enfin, Alexandre Monin est philosophe, enseignant-chercheur au groupe ESC Clermont, directeur de la recherche d'Origène Media Lab et président de l'association Adrastia. Il est spécialiste du web sémantique aussi, initiateur du DPpedia francophone. Il a été l'architecte de la plateforme numérique de la Fondation des Galeries Lafayette pour l'art contemporain. Il a été aussi chercheur chez INRIA de 2014 à 2017. Donc pour me concernant, j'ai 18 ans d'expérience et je suis cofondatrice de Codata School qui propose des formations pratiques en intelligence artificielle, big data et développement web. Et j'ai travaillé successivement à l'ancien France Télécom R&D sur des web services sémantiques, puis, entre autres, à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et techniques et technologies et de l'aménagement et des réseaux, sur des travaux portant sur la simulation de foule dans le cadre du projet Terra Dynamica. Donc à présent, je vais vous poser la première question. La première question, puisqu'on parle du futur, c'est question ouverte. Comment définira-t-on l'intelligence artificielle dans le futur, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de consensus. Donc, je laisse Madame Lortal intervenir en premier. Bonjour. Donc, on va déjà commencer par peut-être une définition de ce que c'est actuellement. Sachant que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un domaine très défini, en fait, comme vous avez peut-être déjà pu remarquer. En général, on a tendance à dissocier ce qu'on appellerait de l'IA statistique versus de l'IA symbolique. C'est de moins en moins vrai. On a de plus en plus d'IA hybride aujourd'hui. Et à mon avis, ce n'est pas fini pour réussir à arriver à des solutions qui seraient viables. Voilà déjà pour un premier teaser sur l'IA. L'IA, ça reste un domaine de recherche. Ce n'est pas forcément une individualité et un assistant avec lequel on discute. Donc restons déjà sur un domaine générique de recherche et d'innovation.
Bonjour, j'essaye de parler bien fort pour que ça soit clair pour tout le monde. Moi, en fait, comme je fais beaucoup d'algorithmie, généralement je propose une forme de complexité algorithmique en termes de ce qu'est l'IA, et je présente ça comme un éventail de complexité. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle la plus simple qui puisse exister, c'est 2 plus 2 égale 4. Mais ensuite, on avance vers des algorithmes de plus en plus avancés, ceux que j'enseigne en cours, vers ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors, il y a différentes méthodologies d'implémentation de cette intelligence, comme on l'a été présenté, mais on peut élaborer 3 formes principales d'intelligence artificielle dans le futur. L'IA experte, donc ça c'est AlphaGo, ou plus récemment AlphaZero, le deep learning de Google qui joue au jeu de Go. C'est une IA experte, elle ne sait faire que ça, et elle a été formée pour ne faire que ça. Et donc, voilà. Ensuite, il y a une IA humaine ou animale, pour moi c'est la même chose, où en fait, eh bien, c'est une IA, une intelligence artificielle capable d'apprendre n'importe quelle tâche qu'on lui donne. Voilà, elle bouge toute seule. Et elle va être aussi un peu limitée par les avancées de la robotique, puisque si on peut faire une IA animale, mais qu'on n'a pas un robot pour cette IA, eh bien, ce ne sera peut-être pas très utile, mais elle engendrera également des questions éthiques fondamentales. Est-ce qu'on peut limiter un animal ou un humain à vivre dans une machine? Et est-ce même possible de faire une intelligence qui est limitée à une machine? Et ensuite, bien sûr, si on arrive à créer une IA humaine, il y a la possibilité, l'éventualité de créer une IA surhumaine, donc une IA capable de s'améliorer elle-même indéfiniment au point d'être une forme d'IA divine. Voilà, mais là, je pense que dans le cadre de ce débat, on va essayer de se limiter à une IA experte, donc qui est formée pour faire une tâche particulière très précise. Je donne à présent la parole à Alexandre Monin. Merci beaucoup. Je ne vais pas être très original ici. Effectivement, là, quand moi j'étais chercheur chez INRIA, j'étais chercheur dans une équipe d'ingénierie des connaissances où la question effectivement de la distinction entre IA symbolique et puis IA statistique, disons, ou au-delà, était encore assez prégnante. Et effectivement, la recherche, c'était la recherche de modèles un peu intégrateurs de ces différentes approches, et le fait également d'essayer de trouver presque aussi pour les chercheurs, voyant notamment le train un petit peu du deep learning arriver, des moyens de s'y raccrocher, avec cet effet paradoxal que peut-être que le deep learning pour certains, ça n'est pas de l'IA, alors que maintenant ça passe pour être l'IA par excellence, même s'il n'y a pas forcément de notion derrière de raisonnement, par exemple, au cas tel que l'IA avait pu les porter autrefois. Il y a une question, moi, que je trouve intéressante et qui on ramène cette fois-ci dans le passé peut-être, mais qui a toujours une certaine valeur aujourd'hui. C'est une question que posait un chercheur en, disons, intelligence artificielle. À l'époque, c'était Knowledge Representation, donc représentation des connaissances, qui s'appelle Brian Cantwell-Smith, qui est devenu philosophe par la suite, qui est un très grand philosophe à mes yeux, qui d'ailleurs vient d'avoir une chaire de recherche à Toronto financée par le fondateur de LinkedIn, qui était un de ses étudiants. Donc il est dans l'actualité en ce moment. Et quand on lui parlait de knowledge representation, donc de représentation des connaissances, il disait il y a une ambiguïté fondamentale dans ce qu'on entend par cette notion même de représentation des connaissances, qui est une version, disons, de l'intelligence artificielle symbolique. C'était quand on dit représentation des connaissances, est-ce qu'on cherche à représenter des connaissances à propos du monde? Et donc, ce sont les connaissances qu'on va essayer de mettre en forme, qu'on va essayer de structurer, qu'on va essayer de discrétiser, de rendre computationnelles, etc., etc. Ça fait écho à des choses qui ont pu être dites, notamment au cours de la précédente table ronde. Ou alors, quand on dit représentation des connaissances, en fait, on essaie de représenter le monde à propos duquel on a des connaissances. Et ça n'est pas la même chose, évidemment, de chercher à représenter le monde
ou de chercher à représenter des connaissances à propos du monde. Et je dirais qu'on n'a toujours pas été au-delà finalement de cette ambiguïté qui reste très très forte, quels que soient les types d'intelligence artificielle considérés. Et donc il faut continuer à travailler pour essayer de donner une réponse à cette question. Donc merci beaucoup pour ces interventions. Je continuerai cette réflexion en me posant la question, en effet, tout ce qui est représentation de connaissances sur le monde, mais de quel monde parle-t-on? Et je pense qu'il faut replacer l'intelligence artificielle dans un contexte géopolitique et stratégique. Et j'ai remarqué, donc c'était au mois de mars dernier, j'étais au Kenya pour Stars in Africa, où j'ai fait une conférence sur l'intelligence artificielle en Afrique. Et on se rend compte, en particulier au Kenya, qu'il y a tout ce qu'on appelle l'innovation frugale, ou le détournement des innovations par des gens qui, de manière générale, n'avaient pas forcément la formation initiale au début, enfin, de manière apparente, pour s'en emparer. Et au contraire, ils se sont emparés. Je prends l'exemple de M-Pesa. En fait, M-Pesa, c'était un système de cartes prépayées qui a finalement été utilisé pour pallier au système bancaire. C'est-à-dire que les gens là-bas étaient trop pauvres et en fait, ils ont utilisé des cartes prépayées et ils ont détourné cet usage initial. De manière similaire, je pense qu'il faut être très vigilant au détournement des IA en fait. Donc sur les IA, on peut en effet distinguer différentes disciplines, mais donc hier soir, j'ai participé à un meet-up et je parlais des robots résilients, des robots qu'on peut réparer, puisque ça a été aussi un de mes thèmes de recherche sur l'orchestration des web services, comment réparer en ligne un web service. Et à partir du moment où on peut résilier des machines, on peut les reconfigurer, on peut les réparer en fonction d'événements internes ou externes. On peut aussi se demander l'impact dans le futur des détournements positifs ou négatifs par les populations impactées, parce que aussi l'enjeu, c'est le futur du travail, c'est aussi l'acceptabilité des innovations. De plus, pour ma part, je définirais l'intelligence comme l'intelligence humaine, donc c'est une définition sur laquelle vous allez être d'accord ou pas, comme une faculté d'adaptation. Et donc ces robots résilients, ou ces robots virtuels ou pas résilients, pourraient aller tout à fait dans ce sens-là, pour comment faire face à ces adversités environnementales et éthiques. Et voilà. Et ce qui nous mène aussi à la question suivante. La question suivante, c'est qu'est-ce qui va pouvoir empêcher l'adoption des innovations, justement dans un contexte global, mondial, généralisé? Bon, la réponse est très facile, c'est le fait qu'on a peur. Mais la vérité, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette peur? Donc le premier type de peur, et moi je suis professeur d'entrepreneuriat, donc l'entrepreneuriat ça fait peur. La première raison de pourquoi l'entrepreneuriat ça fait peur, c'est parce qu'on a peur de perdre. Et donc pour faire face à l'IA, la première question, on doit se dire qu'est-ce qu'on est en train de perdre? Qu'est-ce qu'on a là comme enjeu? Et pour faire face à cette perte, je fais appel à un concept entrepreneurial qui s'appelle l'affordable loss, qui basiquement, c'est histoire de se dire, si on est conscient de ce qu'on est prêt à perdre en termes de temps, des statuts, des capacités, etc., on sait parfaitement où on est prêt à aller. Et ici, j'ai fait un deuxième, c'est un parallèle avec le monde de l'assurance. Moi, je me dis toujours que l'un des empêcheurs les plus importants de l'adoption des innovations, c'est l'assureur. Si on n'a pas une assurance qui n'est pas trop chère pour la voiture électrique, la voiture celle autodirigée, oui.
autonome, on ne va pas avoir un incentive à l'acheter, même si on sait qu'on sera plus en sécurité et qu'il y a moins de risques d'accident. Donc, si on pense à l'histoire un petit peu du commerce à l'international, moi, mon premier travail, c'était chez HSBC, et HSBC a existé et a déclenché les commerces à l'international parce qu'en fait, ils ont commencé à donner des assurances à des personnes qui voulaient faire du commerce entre la Chine et le Hong Kong et l'Europe. Donc, l'assureur va avoir un rôle gigantesque dans l'adoption des technologies, dans l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un rôle de peur, de comment faire face aux peurs. Et la deuxième, bon, le peur à la fin, c'est un mécanisme humain. Je ne suis pas philosophe, mais c'est une façon de se protéger de ce qu'on ne connaît pas. Donc, le plus qu'on est capable d'expliquer et faire conscience aux gens, et moi, je le vis tous les jours. Hier, j'ai posé la question à mes étudiants, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Et ils n'ont pas su me répondre. J'ai eu la jolie réponse, c'est un type d'intelligence qui est très intelligent, madame. Et moi, je me dis, bon, c'est pas ça que j'ai envie que des étudiants des écoles de commerce me répondent. Je veux qu'ils me répondent, c'est complexe, et on parle des différentes choses, et on parle des questions dans les systèmes, on parle des questions dans le côté éthique, on parle des questions dans les connaissances. Et une fois qu'on est capable de répondre à tout ça, on sera dans la mesure de se dire, on est vraiment prêt à adopter l'IA comme une nouvelle façon de voir les choses et d'agir et réagir. Merci. Ouais. Alors au niveau de la peur, en effet, il y a l'assureur qui peut aider contractuellement, en tout cas. On peut faire un contrat avec son assureur pour parler avec son iPhone, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a un niveau avant cette adoptabilité, pour le coup, par les assureurs. C'est un niveau déjà purement éthique. C'est-à-dire que les gens n'ont pas confiance en l'IA parce qu'on ne sait pas jusqu'à où ça peut nous emmener, parce qu'on sait très bien que c'est des humains derrière et que l'humain, il est capable du meilleur comme du pire. Donc, pour moi, il y a une partie éthique, et là, on rejoint une partie technique, finalement, de l'IA, qui est tout ce qui est autour de l'explication et de l'explicabilité de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, ça paraît magique pour à peu près la majorité de la population. Quand on a fait quelques cours d'informatique, on se rend compte que c'est juste de la mécanique. D'ailleurs, une définition de l'IA que j'avais trouvée très intéressante, c'est que je présume qu'il y a 70 ans, 2 plus 2 dans un ordinateur, c'était de l'IA. Aujourd'hui, même le Go, c'est même plus de l'IA, c'est facile à faire, c'est juste un programme, quoi. Donc finalement, l'IA, on peut considérer que c'est tout ce qu'on n'a pas encore fait. Voilà, donc nous, on en a encore pour 40 ans. Tout ce qui reste à faire. C'est bien. Tout ce qu'on n'arrive pas encore à faire, c'est de l'IA. On va rester un petit peu dans le domaine comme ça. Et au niveau de ce qu'il y a à faire, il y a justement, nous aussi, en tant que chercheurs, de travailler sur l'acceptabilité de ces techniques et, entre autres, par l'explicabilité des techniques. Et là, c'est d'avoir un comportement éthique en tant que scientifique. C'est avoir un comportement aussi social en essayant d'aller voir les assureurs et de leur faire comprendre qu'ils peuvent peut-être assurer les drones quand même. Ça va, ou les véhicules autonomes. Et voilà, donc c'était mon idée en tout cas sur l'acceptabilité de ces techniques pour que ce soit adopté par le plus grand nombre et pour le bien-être de l'humain, de préférence. J'avais juste un petit point à faire là-dessus, c'était que nos technologies aujourd'hui servent ou tout simplement récupèrent toutes les données sur le monde possible et sur nous également. Et donc, ils sont de plus en plus immersifs dans nos vies, presque sous-cutanés. Et donc, on a de quoi se méfier de devenir des esclaves de nos propres technologies. C'est un peu le démon qu'on a fait référence au premier débat. C'est la peur d'être contrôlé par des sociétés super puissantes qui exploitent nos données personnelles à des fins commerciales. Et je pense que c'est là la plus grande méfiance. Vous verrez dans le reste du débat aussi que je surenchéris beaucoup sur le fait que ce qui est important, c'est non pas la complexité de nos intelligences artificielles, mais les données qui forment nos intelligences artificielles. C'est comme les humains, notre environnement nous forme, alors qu'on a tous tous un cerveau humain. En fait, ce qui change entre nous, ça va être les données qui nous ont entraînés. Et là aussi, cette peur, cette méfiance est liée tout simplement en fait, à la récupération de nos données. Alors je ne m'avancerai pas plus là-dessus, c'est juste pour dire que c'est là où il y a le plus gros enjeu dans les 40 prochaines années, selon moi. Merci. Alors, je ne sais pas si François Astier est toujours là, mais je pense que s'il a entendu ça va le faire réagir.
que je salue au passage. Sur l'acceptabilité, effectivement, on peut se dire que le problème, c'est la peur. Il y a deux manières d'entendre en fait, le concept d'acceptabilité, notamment donc, l'acceptabilité technologique, qui peut être une manière d'intervenir pour les sciences humaines sur des projets technoscientifiques, disons. La première manière, c'est plutôt celle que les intervenants de la table ronde ont mentionnée, c'est-à-dire qu'il y a des innovations, et puis éventuellement il y a des peurs qui s'opposent à ces innovations. Il faut trouver comment faire sauter un petit peu ces verrous. Alors tant et si bien, moi j'étais tombé sur un projet ANR il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, 1 ou 2 ans, qui était un projet en sciences cognitives et qui disait voilà, nous produisons des innovations moyens du numérique. L'ANR, c'est un projet de l'ANR pour l'ANR. Eux, ils étaient malins, ils faisaient un projet pour le financeur. Il est passé, hein. Donc notez ça, c'est un truc, c'est toujours intelligent de faire ça. Donc l'ANR a des projets, des innovations, parfois il y a des réticences vis-à-vis de ces projets, donc qu'est-ce qu'on va faire au regard de ces réticences? S'il y a des réticences et que les gens ont des verrous cognitifs, eh bien nous en sciences cognitives, on va faire sauter ces verrous cognitifs. En plus ils étaient malins, ils se sont bien placés là-dessus. Mais le problème c'est qu'en fait l'acceptabilité technologique au départ c'est pas ça, c'est pas la vaseline de l'innovation. L'acceptabilité technologique, c'est est-ce qu'un projet en soi est acceptable ou non? Ou est-ce qu'on a matière à éventuellement y voir des problèmes ou à y opposer un refus? Ce n'est pas comment on va faire passer les projets. C'est quand même deux choses très très différentes. Et le premier sens, qui est le sens originel, c'est complètement perdu au profit du deuxième sens, où au final, effectivement, on se dit on a des innovations, on a des peurs, il faut lutter contre ces peurs. Quand les Luddites, les ouvriers anglais ont vu arriver les machines au moment de la révolution industrielle, parfois ils avaient raison d'avoir peur. Et donc c'était un combat politique. Ce n'était pas une posture simplement éthique, ce n'était pas une posture simplement d'acceptabilité, c'était une posture politique dans un rapport de force entre le mouvement en cours d'industrialisation et puis les ouvriers qui étaient emportés dans ce mouvement. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression « saboter », puisqu'ils utilisaient leurs sabots de bois qu'ils mettaient dans les machines pour les casser. Donc le sabotage, ça vient de là. Donc je dirais qu'il faut aussi quand même repolitiser cette question, surtout aujourd'hui, et je pense qu'on y avancera progressivement au cours de la table ronde, où peut-être que toutes les innovations ne sont pas bonnes à prendre. On parle aujourd'hui beaucoup de disruption et d'innovation disruptive. C'est peut-être que la disruption n'est pas qu'une bonne chose. Et la question surtout, c'est de savoir si il faut encore parler d'innovation. Souvent, moi, ce que je vois, ce sont des itérations. On parle des nouvelles technologies. Elles datent à peu près de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les nouvelles technologies. Donc peut-être un problème, même dans notre conception de l'innovation, notre conception de l'innovation telle qu'elle perdure. Et par ailleurs, ça pose une question, est-ce que, on y viendra tout à l'heure, est-ce que ces innovations, est-ce que le futur sera tramé finalement par ces innovations, ou au contraire non, auquel cas effectivement il vaut mieux entendre ces refus pour ce qu'ils sont, peut-être précurseur d'un autre avenir que l'avenir tout tracé qui est ouvert justement par ces innovations. Merci beaucoup. De mon côté, j'avais envie de rebondir sur ce qu'avait dit David Dupuy. À un moment, il a parlé d'une intelligence artificielle surhumaine ou divine. Et moi, par contre, je m'inscris en faux. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un fantasme comme Nietzsche de volonté d'avoir une intelligence artificielle qui aurait une volonté de puissance qui allait nous l'imposer à nous. Pourquoi ? Parce que derrière cette intelligence artificielle, il y a des sociétés, il y a des grands groupes, il y a les GAFAM en fait. Donc derrière l'intelligence artificielle et les algos qui sont développés, après il faut peut-être faire un débat, il y a des intérêts et un des intérêts, mais on en a déjà parlé, c'est d'élaborer un système panoptique qui permet, à l'aide de notre téléphone, à l'aide de la gestion de nos contenus, à l'aide du regroupement des informations, à l'aide de la géolocalisation, d'inférer, de faire des prédictions sur chacun de nos comportements qui peuvent être éventuellement revendus à des publicitaires ou à d'autres intérêts qui ne seraient pas que financiers. Donc je pense qu'il faut s'interroger aussi et déconstruire une image
d'une volonté de puissance, une espèce de comme le cloud, comme l'image du cloud qui flotterait quelque part. Mais derrière, il y a des entreprises, il y a des humains et il y a des décisions politiques. J'aimerais qu'on revienne sur tout ce qui est la formation. Comment former les nouvelles générations pour les 40 années à venir, et aussi axer sur l'intérêt sur la place des femmes, puisqu'aujourd'hui, moins de 16% des femmes, on a moins de 16% de femmes, enfin dans les écoles d'ingénieurs, il y a seulement moins de 16% de femmes. Et j'ai vu que dans les startups en France, moins de 2% de femmes lancent une startup technique. Je parle des startups techniques en fait, avec une idée technique. Comment ? Alors, donc les chiffres peuvent être erronés. C'est un ordre de grandeur, mais je veux bien que vous m'éclairiez à présent. Et l'important, c'est de susciter le débat aussi. C'est l'objet de notre table ronde. Donc je vous laisse la parole. Oui, bon, on le voit aujourd'hui, on n'a pas énormément de femmes. Et moi, ça fait des années, moi je suis aussi ingénieur mécanique, que je me dis, qu'est-ce qu'on a fait de mauvais pour ne pas laisser la porte d'entrée, pour ne pas faire, et les statistiques ne sont pas mauvaises, en fait, le nombre de femmes entrepreneurs, c'est 5%. Donc, créatrices de start-up, peu importe le type de technologie. Moi, je n'ai pas une réponse autre que les rôles, je pense, c'est que nous, femmes, on devient des menteurs des nouvelles générations et on les incite à, notamment, ne pas avoir peur. Sinon, par rapport à la formation, là, j'ai deux points de vue. Le premier point de vue, et c'est une question ouverte, comment est-ce qu'on fait pour que l'intelligence artificielle ou la mécanisation des tâches ne nous fait pas plus bêtes ? Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il ne nous fait pas tous homogènes ? Parce que j'ai cette impression que les plus qu'on utilise des technologies, les plus qu'on devient un petit peu tous pareils, on se fait segmenter par Google et par Facebook et on rentre dans les petits jeux de devenir tous un espèce de stéréotype de ce qu'on a fait, l'école qu'on a fait, le parcours qu'on a fait, détermine avec 90% de certainté ce qui deviendra de nous. Et le deuxième constat par rapport à la formation et le rôle de la formation, moi je suis assez cynique parce que moi je dis que c'est dommage que nous, les doctorants et les personnes nous avons un doctorat, on n'a pas fait des études de pédagogie. On sait faire la recherche, mais on ne sait pas apprendre. Donc, comment est-ce qu'apprendre les autres apprendre ? Donc, comment est-ce qu'on va s'assurer que les formations des futurs docteurs qui auront toutes ces connaissances auront aussi cet élément de comment mieux transmettre les connaissances. C'est un premier constat. Et le deuxième, c'est, Gaël vient de le dire, c'est le rôle de l'éthique. On n'apprend pas nos étudiants qu'est-ce que c'est l'éthique. Et surtout, on ne les apprend pas que c'est un paradoxe, que la vie, c'est un paradoxe. Et ce que les robots vont toujours avoir du mal à faire, c'est faire la décision d'entrer des situations paradoxales. Et si on ne se pose pas ce type de questions, on ne va jamais avoir les types des étudiants, les nouvelles générations qui sauront faire face à des nouvelles technologies et en faire du meilleur avec. Je vais prendre l'autre micro. Sur formation et femmes, il ne fallait pas me lancer, je vous préviens. Alors déjà, un petit point sur les formations. En effet, l'IA, c'est un domaine technique. Et majoritairement, on a des ingénieurs, je vais être pas gentille, formatés, sortis d'une école. Donc forcément, on se ressemble tous quand on est formaté pareil, sortis d'une école. Et il y a quand même au moins 2 personnes ici qui ont un format un petit peu différent. Et je voulais ouvrir un petit peu sur ces formats différents. L'intelligence artificielle, moi j'ai commencé à en faire quand j'étais petite, comme Monsieur Jourdain, Madame Jourdain dans mon cas. C'est-à-dire que quand on apprend les langues et qu'on apprend à faire du traitement automatique des langues, on n'est pas ingénieur en informatique, on n'a pas un bac S. Et en fait, on fait de l'intelligence artificielle sans le savoir. Et puis après, on va aller faire un peu de psycho, puis on va commencer à faire des modèles cognitifs. Et en fait, on fait de l'IA sans le savoir toujours, et on n'est toujours pas ingénieur en informatique. Et là, quand on passe au niveau chercheur, on a beaucoup de profils très très mixtes comme ça, qu'on ne retrouve pas dans l'entreprise, par exemple. Les startups, je ne sais pas, mais en tout cas en entreprise, on ne les retrouve pas beaucoup. Et à mon avis, ça c'est une mixité, c'est une double mixité. C'est une mixité intellectuelle, on est formaté différemment, on est formaté aussi, je vous rassure, on est formaté différemment, et c'est intéressant de faire ce mix, ça donne des Alexandre Monin, qui sont des personnes extrêmement riches. Et puis, il y a aussi une autre mixité, c'est que, figurez-vous que les gens qui sont dans des études de sciences humaines, ils sont vachement plus féminins que dans les études de sciences dures. Comme quoi. Donc, vive les sciences molles et puis faites travailler tous aussi la mixité. Et puis, c'est à chacun de faire passer. C'est toute la société qui a changé. Et la société est en train de changer. On s'en rend quand même bien compte. Voilà.
Les femmes ont parlé aux hommes. Je ne sais pas pourquoi on s'est mis comme ça. C'est une coïncidence toute simple. Et puis on a Oxley avec nous. Donc comme il y a un peu deux questions sur les femmes dans la technologie, enfin dans l'univers de la technologie, et ensuite une question sur l'éducation, je vais répondre aux questions séparément. Alors moi je suis entièrement pour l'égalité de tous, pour faire simple. Je pense que l'intelligence de la civilisation humaine n'est pas une intelligence unique. En fait, on n'est pas intelligent parce qu'on a un cerveau qui est construit grâce à la génétique comme tel, et parce qu'on est tous pareils. On est intelligent parce que justement, on collabore et on a tous une expérience du monde qui est différente. Thomas Edison, Nikola Tesla, ils ont une intelligence, ils ont tous les deux contribué à la science. On peut citer plein d'autres personnes qui ont une vision différente de la science et qui, du coup, ont fait avancer la science significativement. Idem, que ce soit entre les hommes, les femmes, les Européens, les Asiatiques, et tout ça, on a une vision de l'univers qui est fondamentalement différente. Et c'est cette différence, justement, qui fait notre intelligence collective. Et elle n'est pas négligeable, elle n'est pas à ignorer. En fait, elle est fondamentale pour le futur de l'humanité. Ensuite, pour l'éducation, alors moi, je suis enseignant, je suis payé pour enseigner. Mais néanmoins, je suis pour une éducation gratuite. Dans ces eaux-là, il y a une start-up, enfin, c'est plus une start-up maintenant, c'est une société américaine qui s'appelle Khan Academy. C'est un site web qui est entièrement gratuit, donc qui est financé en tout cas par le Bill and Melinda Gates Foundation. Donc ils reçoivent des donations, ils n'ont aucune publicité sur leur site. Et ils donnent des cours pour les enfants de la maternelle jusqu'au lycée, en maths, en histoire, en économie, en génétique. Enfin, c'est des vidéos de 15 minutes sur plein de sujets différents, et notamment en maths. Ils ont des exercices interactifs. Pour moi, ça, c'est le futur de l'éducation. Oui, il y aura toujours des écoles, parce que c'est important de se retrouver dans une salle de classe avec d'autres étudiants avec qui on peut échanger. C'est important d'avoir un prof pour pouvoir expliquer en personne un problème qu'on n'a pas compris, même si on a regardé la vidéo 15 fois, ou qu'on a fait sans exercice. Mais il y aura inévitablement, pour moi, une école en ligne, une académie, comme on les voyait la Grèce antique, qui est gratuite et qui est ouverte à tous. Et cette académie gratuite et universelle, je pense que par la suite, elle sera soutenue par une sorte d'intelligence experte qui justement va faciliter une éducation individuelle, spécifique, pour chacun, pour que chacun puisse apprendre de la meilleure façon qu'il soit tous les sujets sur lesquels il souhaite ouvrir sa connaissance. Voilà. Merci. Alors d'abord, je note le caractère optimiste de la question et de la projection à 40 ans. On y reviendra. Je vais rebondir sur les deux questions, la question de la formation et la question de la place des femmes, et la seconde n'étant pas du tout nouvelle en informatique, hein, c'est une vieille histoire. Sur la question de la formation, effectivement, moi je suis philosophe, j'ai fait ma thèse en philosophie sur l'architecture du web, donc vraiment j'aime l'architecture du web. Mais en fait, si on regarde un petit peu dans la Silicon Valley, c'est pas forcément un profil si atypique que ça. Je prendrai juste quelques exemples de fondateurs de grandes entreprises, de grands projets actuels de la Silicon Valley qui ont fait des études de philosophie. Alors Stuart Butterfield, qui est canadien, mais qui a fondé Flickr au départ, et Slack plus récemment, qui est évidemment un très gros succès, est philosophe de formation. Reid Hoffman, qui a fondé LinkedIn, donc réseau social professionnel très important, est philosophe de formation. J'ai indiqué tout à l'heure, c'était l'étudiant de Brian Cantwell Smith. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, premier investisseur de Facebook, fondateur de Palantir. Alors ça, évidemment, c'est moins sympathique. Par ailleurs, vampire à 16 heures et autres joyeusetés. Peter Thiel est également un intellectuel qui a fait des études de philosophie. C'est un disciple de René Girard. René Girard, donc le grand anthropologue. C'est un disciple de René Girard. C'était à suivre ses cours, je crois que c'était
à Stanford. Et d'ailleurs, il a contribué à un ouvrage collectif sur René Girard, où on trouve une partie de sa pensée qui est exprimée, et on comprend pourquoi il défend les monopoles, notamment pour transcender la violence et le désir mimétique, les conséquences du désir mimétique. Donc c'est une pensée qui est ancrée dans cette réflexion. Mais si je prends également les fondateurs de Google, ce sont des étudiants en thèse, des étudiants notamment de Terry Winograd, qui a été informaticien et philosophe très important, et qui a travaillé par la suite avec Google. Donc tout ça pour dire que on tend peut-être à l'oublier parfois, et on tend aussi à l'oublier peut-être au niveau des formations. On a des gens en fait qui ont baigné souvent dans un milieu intellectuel qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Hein, que Peter Thiel ait une formation de philosophe, moi je ne m'en sens pas grandi pour autant, mais néanmoins ce sont des gens qu'il faut traiter comme des intellectuels. Ce sont des intellectuels, et je pense que cette dimension elle est oubliée, et elle est oubliée notamment dans les formations qu'on prodigue aux jeunes ingénieurs, aux jeunes gens qui voudraient émuler leur exemple aujourd'hui. Donc ça c'est un point qu'il faut évidemment toujours rappeler pour comprendre la situation dans laquelle on est, et puis pour comprendre aussi l'éducation peut-être qu'il faut proposer à nos jeunes ingénieurs, à nos jeunes informaticiens, à nos futurs chercheurs en IA, ou à nos futurs fondateurs de start-up qui peut-être ici sont moins enclins à être des étudiants de René Girard, de feu René Girard. Et puis en ce qui concerne la question du travail des femmes, c'est une question évidemment très importante. Je disais, c'est pas une question nouvelle. Dans les années 80, une chercheuse en sciences sociales décédée maintenant il y a quelques années, qui s'appelait Suzanne Listard, a étudié cette question et opéré une jonction entre féminisme et informatique, en partant du fait justement que en informatique, souvent ce que l'on ne voit pas mais qui est nécessaire, c'est ce que l'on appelle le travail caché. Le travail caché notamment de production des données, qui est un aspect très important. Travail caché de production des données qu'elle avait identifié à l'époque. Hein. Ce qu'on appelait un ordinateur à l'époque, c'était des femmes qui tapaient à la machine. Donc cette histoire de la présence féminine dans le monde de l'informatique, elle est évidemment très ancienne. Elle a été plus ou moins oubliée. Il y a même eu un déclin à un certain moment. C'est pour ça qu'on s'est posé ensuite la question de la place des femmes. En tout cas, voilà, on trouve des recueils de textes, des recueils en sociologie, dès les années 80, qui font le lien entre féminisme et informatique. Donc la question, là encore, n'est pas nouvelle. Donc, ce qui soulève une autre interrogation, qui est la mémoire, finalement, de ces questions. Comment se fait-il qu'on ne cesse de redécouvrir, alors que les nouvelles technologies ne sont pas nouvelles, que les femmes en fait ont toujours été présentes dans le monde de l'informatique, etc., etc. Donc ça c'est plutôt une question mémorielle qui nous interroge qu'autre chose. Et puis ce que ça permet de poser aussi aujourd'hui comme interrogation plus largement, c'est la question toujours du travail caché. Et cette question du travail caché, il faut la reprendre à l'aune de l'intelligence artificielle. Le fait, effectivement, ça a été dit, que l'intelligence artificielle, pourquoi elle s'est développée aujourd'hui? Parce qu'on a beaucoup plus de données, parce qu'on a une puissance de calcul plus importante qu'auparavant, mais grosso modo, les modèles, notamment du deep learning, existaient il y a quand même quelques années. Donc il n'y a pas eu comment dirais-je, de percée. Il y a aussi eu des conditions qui ont fait que des technologies qui étaient déjà prêtes ont pu trouver des manières d'être mieux exploitées. Mais ces données, il faut bien les produire. Ces catégorisations, par exemple, il faut bien que derrière, il y ait parfois des êtres humains pour initier un petit peu, aider les ordinateurs derrière. Et on a aujourd'hui d'autres éléments sur lesquels s'appuie l'intelligence artificielle. Je pense notamment à des plateformes de travail comme Mechanical Turk ou autres, où on va avoir des tas de gens qui vont en fait travailler pour les intelligences artificielles. Et là encore, on retrouve cette problématique du travail caché, et qui est souvent un travail féminin, puisque les gens qui travaillent pour ces plateformes-là, ce sont des gens qui n'ont pas forcément des moyens énormes, parce que pour être payé à la tâche, quand la tâche c'est 0,01 centime, évidemment, il faut plutôt être déclassé, etc. Donc ça concerne souvent, par exemple, des femmes seules, ou des femmes qui élèvent des enfants qui sont en situation difficile. Donc on reboucle en fait exactement sur la même question des décennies après, et donc il faut essayer de comprendre pourquoi la situation s'est maintenue, qu'est-ce qui a changé en même temps. On ne parlait pas de Mechanical Turk il y a quelques années, on parlait de travail caché. Donc le travail caché prend aujourd'hui un nouveau visage, mais en tout cas, ça vaudrait le coup, effectivement, de refaire une histoire, je dirais, élargie, à la fois de l'intelligence artificielle, de l'informatique, et puis des sciences sociales qui les ont étudiées depuis des décennies, pour qu'on n'ait pas des effets comme ça un petit peu dommageables, de redécouverte continuelle, ce qui ne permet pas d'avancer de manière continue. Merci beaucoup. J'ajouterai pour terminer, une fois à une table ronde, on m'avait posé la question par rapport au fait que je sois une femme informaticienne, comme s'il y avait eu une manière de coder
différentes, comme si en tant que femme, j'allais coder de manière différente. Donc, je vous ai expliqué que j'avais travaillé sur la simulation de foule, c'est-à-dire simuler des flux de piétons dans la ville. Donc ça, c'est mon expérience subjective. Donc, en tant que femme, non, quand je code et quand je vais coder un modèle psychologique qui a été fourni par des psychologues de l'IPSTAR, et je prends un modèle statistique, et je vais coder un système multi-agent en collaboration avec d'autres ingénieurs. Non, là, je ne suis pas en train de coder en tant que femme, où mon genre ne va pas avoir d'impact sur l'expérimentation de ces flux, en fait, sur cette plateforme, en fait. Ça n'a aucun impact, en fait. Donc, du coup, c'est mon expérience subjective, et du coup, il serait bon aussi de le montrer aux jeunes filles par des rôles modèles. Mais pour continuer sur d'autres questions éthiques relatives à la neutralité de la technique, puisqu'on voit qu'il y a un ensemble de questions, finalement, l'intelligence artificielle est au carrefour, dans les projections, et au carrefour d'un ensemble de questionnements sur notre société. On peut se poser la question, est-ce que d'ici 40 ans, pour être dans le futur, est-ce qu'on pourrait avoir une organisation internationale non gouvernementale, donc c'est question polémique, hein, avec quel pouvoir, pour labelliser, contrôler certains algorithmes? Qui veut répondre? Et si vous voulez rebondir après. Alors, moi, à chaque fois, je souligne l'importance des données hein, quand on parle d'algorithmie, d'intelligence artificielle. Donc, c'est mon noyau dur. Et donc, il est essentiel de se focaliser, enfin, de se concentrer sur les données et de se dire que nos algorithmes résultent des données qu'on leur donne. Donc, s'il y a une organisation internationale, et je suis tout à fait pour, il faut qu'il y ait une organisation pour régulariser des données de machine learning afin d'éviter qu'il y ait des algorithmes qui soient biaisés. Et en fait, elle pourrait donc avoir une mission de régularisation de l'éthique, voilà, Donc, par exemple, c'est aujourd'hui, il y a une jeune femme qui travaille là-dessus. Elle s'appelle Joy Buolamwini. Et elle travaille sur Algorithmic Justice League. En fait, elle a travaillé, alors je ne me souviens plus dans quelle université, je crois que c'était au MIT. Elle travaillait en tout cas sur un algorithme de machine learning qui n'arrivait pas à reconnaître son visage parce que c'était une jeune femme noire. Et donc, ça aurait été plus facile pour elle d'utiliser un masque blanc pour que l'algorithme fonctionne, plutôt que son propre visage à elle. Alors pourquoi ? C'est pas parce qu'il y a un raciste qui a lancé l'algorithme, c'est tout simplement parce que les images qu'ils ont fournies à cet algorithme étaient essentiellement des images de personnes blanches de peau. Et donc sa mission aujourd'hui est de pouvoir fournir des jeux de données qui concernent tout le monde. Et donc, c'est une question absolument, c'est une chose qui est absolument fondamentale, que nos algorithmes, qui sont de plus en plus intelligents grâce aux données qu'on leur donne, qu'il n'y ait pas de biais là-dessus. On a beaucoup peur, par exemple, de ce qu'on est capable d'analyser sur le comportement humain, mais si l'algorithme va prendre en compte toutes les petites exceptions possibles, à ce moment-là, on n'aura plus peur d'être classifié dans la moyenne, dans une moyenne peut-être même fictive et impossible d'exister. Mais si par exemple on a des algorithmes qui décident de condamner des personnes à la prison, enfin des criminels, ce qui est envisageable aujourd'hui, mais alors à ce moment, est-ce que l'algorithme va prendre en compte les exceptions ? Les personnes qui ont fait un crime dans leur vie mais qui ont été poussées à bout. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je n'ai pas forcément d'exemple pour justifier tout cela. Mais l'exception est vraiment fondamentale. Et c'est l'exception qui permet justement à l'humain de prendre la bonne décision aujourd'hui. Pour revenir un peu en arrière dans l'histoire de l'humanité, avant, en fait, en Afrique, en termes de décision sur les criminels, il n'y avait pas de loi écrite. En fait, les décisions pouvaient varier de génération en génération.
Et en fait, elle dépendait tout simplement du contexte culturel et de l'expérience que le juge avait de la gravité du crime qui avait été commis. Mais avec l'invention de l'écriture et l'arrivée des Anglais, ils ont commencé à écrire les lois et ils ont commencé à dire attention, l'année dernière, enfin il y a 50 ans, vous aviez décidé que pour tel crime, il y avait tel jugement, donc il faut faire la même chose. Le risque, c'est qu'on ait des IA qui prennent des décisions comme ça et qui disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça, c'est un risque qu'une organisation non gouvernementale peut limiter en s'assurant que les données soient suffisamment bonnes et que les algorithmes soient suffisamment bien entraînés pour éviter ce genre de soucis. Alors après, que ce soit possible ou non, on le verra, j'espère, bientôt dans les 40 prochaines années. Moi, je suis de l'avis que ce type d'organisation va exister, mais elle ne va pas être créée ni fondée par les États. Elle va être créée par les GAFA et par des autres émergentes qui vont commencer à avoir des conflits entre eux, tellement ils ont des pouvoirs, parce qu'en fait, toute institution est créée pour retrouver des solutions à des conflits. Donc, ces institutions vont exister, oui, mais pas forcément pour résoudre des problèmes dans un niveau d'État, mais dans un niveau des corporations. Alors là, c'est pour inquiéter un petit peu la population, alors. Donc en effet, on peut considérer que les GAFAM et toutes, voilà, Google est à peu près aussi puissant, c'est prouvé, et plus puissant que l'Europe déjà. Juste pour vous faire peur, mais pour donner, moi je suis chez Thales, donc pour donner pour 40 ans encore de capitalisme chez Thales, en général, la première chose que fait un État, c'est monter une armée. Donc, bon. Alexandre, vous avez quelque chose à... Tu as quelque chose à... Non. Donc, on va passer à la dernière question. Et non la moindre. Comment penser la révolution numérique et l'intelligence artificielle du futur, d'ici 40 ans, à l'aune de la transformation majeure des conditions environnementales actuelles? Donc, c'est la référence à l'écologie, bien sûr. Donc c'est juste l'idée de cette question, c'est qu'en effet pour le moment, l'IA c'est magique, ça marche tout seul, mais en réalité il y a un peu des fermes de données qui sont extrêmement consommatrices au niveau environnemental, que pour utiliser des applications IA, vous utilisez des téléphones portables qui ne sont pas extrêmement bien recyclés en général. En plus, il y a toute cette société de consommation qui fait que on veut toujours le dernier modèle, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc il y a toute une problématique sur l'environnement, de comment l'IA, ou du moins toutes les applications et toutes les avancées technologiques qui vont être liées à l'IA vont être gérées au niveau de l'environnement. Et l'autre question, c'est en quoi l'IA peut nous aider à gérer notre environnement. Les green tech, peut-être. On peut parler de green tech, peut-être. On verra. Merci. Effectivement, alors moi, quand j'étais chercheur chez INRIA, sous-titre « Les inventeurs du numérique », je me suis posé des questions, c'est-à-dire j'étais dans un institut où finalement le numérique c'était l'avenir, l'innovation, le monde de demain, ça allait être des blockchains partout. Alors moi-même j'ai fait des projets sur les blockchains, je fais 2 projets de recherche sur les blockchains, etc., etc. Ça allait être la smart city, ça allait être les objets connectés. Alors mieux que tout, c'est la convergence entre tout ça. Donc une smart city alimentée par des objets connectés, reliés entre eux par des blockchains qui s'échangent des smart contracts. Ça, c'est quand même le top du top. Vous voyez, voilà, je vois qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Donc moi, je baignais dans ce milieu-là. Et quand même, mes études, mon travail de recherche m'avait amené à côtoyer d'autres réalités. C'est l'avantage. Et je savais bien que du côté des conférences de climatologues, de scientifiques du système Terre, etc., les perspectives n'étaient pas exactement les mêmes. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à la convergence, ou en tout cas la convergence en pensée, entre ce devenir numérique du monde, pour lequel la recherche et l'innovation sont en train de travailler, c'est-à-dire que la figure du progrès, qui a aujourd'hui quand même un petit peu de plomb dans l'aile, elle est quand même maintenue la tête hors de l'eau par le numérique et les investissements dans le numérique. Alors, entre parenthèses, un récent rapport du Shift pour une sobriété numérique auquel j'ai contribué montrait que l'investissement massif dans le numérique n'était pas corrélé à une augmentation de la croissance. Problème, quand même.
Et donc, à côté de ça, évidemment, il y avait d'autres perspectives au-delà de ce progrès numérique indéfini, à savoir des perspectives liées à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est-à-dire cette nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions rentrés, qu'on la fasse remonter à la révolution industrielle ou à l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire grosso modo l'utilisation dans la société civile des technologies qui ont été inventées au cours des 2 premières guerres mondiales, qui ont permis de faire un saut technologique considérable, mais avec derrière évidemment les coûts environnementaux qui l'accompagnent. Et donc cet Anthropocène, cette ère de l'Anthropos, cette époque de l'Anthropos, c'est le moment où les actions humaines, la civilisation thermo-industrielle, finalement, produisent des effets et des effets indésirables, mais pour le coup qu'on ne contrôle plus. Donc c'est à la fois une ère de grande maîtrise, mais aussi de déprise par rapport à cette maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment fantasmé de maîtrise, et en fait tout de suite on arrive dans une déprise avec des effets que là par contre on ne peut plus du tout affronter, et qui sont liés par exemple au franchissement des 7 limites planétaires, qui sont liés à des choses comme le réchauffement climatique, l'acidification des océans, etc., la fonte des glaces et compagnie, qui sont en bonne voie. D'ailleurs, si vous le voyez dans le dernier rapport du GIEC, on nous donne un certain temps pour agir, et ce temps est de 2 ans. Donc 2 ans, la projection à 40 ans, forcément, elle aussi, elle a du plomb dans l'aile. Et là, on est face à des paradoxes, qui sont des paradoxes temporels, c'est-à-dire qu'on continue à projeter le numérique comme un horizon, alors même que, par ailleurs, on sait que cet horizon peut-être n'est plus du tout en réalité accessible, et que le numérique, c'est peut-être le passé de nos projections, c'est le passé du futur, finalement. Ce sont des futurs passés que l'on se projette. Et juste très rapidement, quelques éléments pour comprendre les paradoxes temporels dans lesquels on est. Une récente étude du MIT montrait que si on voulait prolonger la transition numérique, si on voulait achever la transition numérique, ça nous prendrait 363 ans au rythme actuel. Problème. En même temps, si on veut accélérer la transition numérique, on va perdre, normalement la transition on l'a fait pour économiser les rejets de carbone, d'équivalent carbone le plus rapidement possible, mais ça suppose d'augmenter pour une période donnée les rejets de carbone en question avant de pouvoir éventuellement en tirer des économies. Si on a 2 ans, le temps pour semer et pour récolter est quand même relativement limité, donc ça n'a plus aucun sens d'une certaine manière. Et tout est un petit peu de la même manière. À chaque fois qu'on a essayé, par exemple, d'optimiser l'efficience énergétique des technologies numériques, on s'est fait avoir par l'effet rebond. C'est-à-dire que ça, c'est un effet qu'on connaît depuis la révolution industrielle. Plus vous voulez économiser une ressource, plus vous la dépensez. Parce que ça coûte moins cher de l'utiliser, donc vous en mettez partout. Et ça marche sur plusieurs mécanismes, etc. De la même manière, on s'est dit le numérique, ça va nous permettre de dématérialiser. Là encore, une étude du MIT sur plusieurs secteurs industriels et sur plusieurs dizaines d'années qui montre qu'en réalité, il n'y a pas eu de dématérialisation et vraisemblablement, il n'y aura pas de dématérialisation. Et un dernier exemple pour vous montrer que même les décideurs sont faits de ça. Si on veut faire vraiment du numérique, des objets connectés avec des blockchains et des smart contracts, ça va demander beaucoup d'énergie. Si vous discutez avec un électronicien aujourd'hui, il vous dit on n'a pas assez d'énergie pour faire fonctionner les 50 à 100 milliards d'objets connectés qu'on imagine produire à l'échéance 2050, ce qui ne nous empêche pas de les produire quand même. Alors il faudrait produire des centrales nucléaires pour les faire fonctionner. Il y avait d'ailleurs un chercheur INRIA qui disait ça. Je ne sais pas si vous avez vu l'état de la filière nucléaire aujourd'hui. Si vous imaginez qu'on a la capacité de mettre des centrales nucléaires partout, ça me semble assez douteux. Même des gens qui sont complètement pro-nucléaire misent sur les surgénérateurs dans quelques années, mais ce qui est une espèce de saut de la mort. Ils n'ont pas du tout sans filet. Un rapport récent d'Eurofusion, l'organisme qui pilote la fusion nucléaire, les travaux sur la fusion nucléaire en Europe, disait tout récemment, il y a un mois ou quelque chose comme ça, il faut absolument qu'on sorte des prototypes de générateurs à fusion à échéance mi-21e siècle, 2054. Et il ajoutait, si on arrive à le faire, on aura des prototypes fonctionnels, industrialisables en 2094, 40 ans plus tard. Et il ajoutait enfin, parce que ces gens-là ont quand même une certaine conscience, et par acquis de conscience justement, le problème, c'est qu'il faut absolument qu'on se dépêche de montrer qu'on peut produire ces prototypes parce qu'en 2050, il n'y aura peut-être plus d'industrie nucléaire. Donc, ça montre bien justement les paradoxes que même si vous êtes pour ces technologies, etc., auxquelles vous vous affrontez aujourd'hui, et je rappelle enfin, pour donner un peu une vision de ce que nous prévoit l'avenir, Gaël Giraud rappelle souvent une étude
qui nous dit qu'en 2100, si on continue sur les trajectoires actuelles, 70 à 75% de la population mondiale sera confrontés à des températures létales. Il me semble que les centrales nucléaires fonctionnent beaucoup moins lorsqu'on est confronté à des températures létales et que si la solution arrive en 2100 mais que le problème arrive aussi en 2100, on aura effectivement quelque chose d'insoluble. Je voudrais ajouter une petite note optimiste. Alors, par un exemple, en reprenant le concept d'innovation frugale, en fait. J'ai eu l'occasion, lors d'une conférence à Afrobyte au MEDEF, de rencontrer le chef d'entreprise de Sunia Design, qui propose d'électrifier des villages en Casamance. Donc en fait, c'est un dispositif avec un panneau solaire. Donc c'est peut-être un petit peu dérisoire par rapport au futur qui est proposé. Mais en même temps, on récolte donc l'énergie et en même temps, ça permet d'alimenter un smartphone qui est local, produit localement, à moindre coût. Le problème, c'est qu'ils récoltent les données. Donc, en contrepartie, le produit est gratuit, mais en contrepartie, on a un capitalisme des données qui peut être aussi la contrepartie écologique. Mais c'est peut-être une petite note positive pour rebondir sur ce que vient de dire Alexandre. Je crois qu'on est à court de temps, donc peut-être passer aux questions. Très très court. Bon, je vais faire très court. 363 millisecondes. Mon éternel optimisme, c'est que oui, il y a une accumulation de grosses données, une augmentation de la puissance de calcul, comme on disait au premier débat, qui va forcément augmenter une consommation électrique. Alors ça, c'est un problème qu'il va falloir résoudre. Mais en revanche, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle pour justement pouvoir mieux analyser notre environnement, mieux le comprendre, et aussi pouvoir tout simplement résoudre des problèmes environnementaux. Notamment, donc j'avais juste un exemple, c'est le projet qui s'appelle Snapshot Safari, qui consiste en fait à récupérer des photos des animaux dans les safaris, donc au Serengeti, au Grumeti ou au Ruaha, qui récupèrent des images d'animaux qui sont capturées par des appareils photos qui sont disposés sur les arbres, qui prennent des photos dès qu'un animal passe devant. Et en fait, ils demandent à des humains de classifier ces photos. L'idée, c'est de pouvoir ensuite avoir des IA, d'entraîner des IA expertes à reconnaître les animaux. Comme ça, on peut plus facilement analyser les flux migratoires ou de calculer, par exemple, le nombre d'espèces de tigres en Sibérie, ou tout simplement en Afrique, compter par exemple d'analyser le flux migratoire des baleines. Et tout ça, je trouve ça c'est vraiment fondamental pour justement favoriser les solutions pour les problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui.